Ce Noël-là, ma mère m'a offert un cadre photo avec une image de toute notre famille en train de sourire. Tout le monde était là, sauf moi. Elle me l'a tendu comme si c'était un cadeau banal, en disant qu'elle trouvait cette photo magnifique, qu'elle représentait tout ce qu'elle chérissait. J'ai fixé le cadre pendant quelques secondes, espérant trouver mon visage quelque part, peut-être caché au fond, dans un coin, ou même de dos, mais non. Ils avaient en pris une nouvelle photo, et j'en étais tout simplement absente. Comme si je n'avais jamais fait partie de ça, comme si j'avais été effacée pour de bon. Ma présence devenue une gêne qu'il fallait supprimer avec soin, mais sans regret. J'ai souri, je l'ai remercié, et je suis allée ranger le cadeau dans ma chambre. Personne n'a remarqué mon expression. Personne n'a même demandé si ça m'avait plu. Comme si ce n'était qu'un objet de plus, une formalité de plus. Comme moi. À cet instant, j'ai compris ce qu'ils essayèrent de me dire sans mots. Ce n'était pas juste un oubli. C'était un choix. Et ce choix hurlait plus fort que n'importe quel toast ou discours émouvant de fin d'année. J'avais été retirée de la mémoire officielle de la famille, pas par hasard, mais parce que, pour eux, mon absence était plus commode que ma présence. Quand je me suis enfermée dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, le cadre sur les genoux, et j'ai senti un poids étrange dans la poitrine. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était un mélange de colère contenue, d'humiliation silencieuse et de cette certitude douloureuse qu'on est invisible, même pour ceux qui vous ont mis au monde. Je regardais cette photo comme on regarde une plaie ouverte, parce que c'est exactement ce qu'elle était. Une blessure infligée avec intention, encadrée avec fierté, et posée sur l'étagère principale du salon, pour que tout le monde la voie. Une preuve que j'avais été remplacée, oubliée, ignorée. T'es-tu déjà senti comme ça, vivant, mais en même temps absent, comme si personne ne voyait ta douleur parce qu'il est plus facile de faire semblant que tu n'existes pas? J'ai grandi dans ce silence. J'ai grandi en étant la fille qui ne posait pas de problème, qui ne demandait rien, qui ne dérangeait pas les priorités des autres. Ma sœur a toujours été le centre. Elle pleurait, elle gagnait, elle souriait. Tout le monde souriait avec elle. Elle avait besoin d'aide. Tout le monde se mobilisait. Et moi, j'ai appris à me débrouiller seule, à ne rien attendre, à ne pas me plaindre, à ne pas trop exister. Mais ce jour-là, en regardant cette photo, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pas en eux, en moi. Je ne voulais plus être invisible. Je ne voulais plus accepter que l'oubli soit ma place. Je voulais qu'ils me voient, qu'ils sachent, qu'ils ressentent. Et c'est là que l'idée de l'enveloppe m'est revenue. Parce que oui, j'avais une enveloppe, un document, une preuve, quelque chose que j'avais découvert par hasard des mois plus tôt et que je portais depuis, attendant le bon moment. Mais je ne voulais pas la donner avec colère. Je ne voulais ni crier, ni pleurer, ni perdre le contrôle. Parce que c'est comme ça qu'ils m'ont toujours décrite quand j'osais montrer ma douleur. Dramatique, exagérée, trop sensible. Non, je voulais faire ça à ma manière. Avec mon silence, ma calme. Je voulais que ce soit une explosion froide, de celle qu'on n'attend pas mais qu'on n'oublie jamais. Le matin du 24, je m'étais levée tôt. J'avais préparé mes valises tranquillement et conduit jusqu'à chez eux en silence. Dans mon sac, entre ma trousse de toilette et le chargeur de mon portable, il y avait l'enveloppe, du papier épais, solide. À l'intérieur, des copies de documents officiels, des actes de propriété et une lettre manuscrite. Pas de moi, mais de quelqu'un qui était déjà mort, quelqu'un qui me connaissait, qui tenait à moi, et qui m'avait laissé quelque chose qu'ils avaient caché. En entrant dans la maison, j'ai été accueillie par des baisers dans le vide, des tapes dans le dos et cette énergie de fête qui semble tout balayer sous le tapis. La table était dressée, les cadeaux alignés sous le sapin, et ma sœur paradait parmi les invités comme si elle était la reine de la soirée. Mon père était sur le balcon, un verre de vin cher à la main, racontant une anecdote sur sa nouvelle voiture. Ma mère, bien sûr, était trop occupée avec la décoration pour remarquer ma présence. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. Comme si ma présence n'était qu'un protocole de Noël. Je n'étais pas une invitée. J'étais une figurante. Pendant le dîner, ma sœur a reçu un collier en or, une paire de chaussures importées et une carte promettant un voyage en Europe. Moi, j'ai eu un pull, taille incorrecte, couleur ratée, avec un commentaire de ma mère disant qu'elle pensait que ça m'irait bien. J'ai souri. Encore, comme toujours. Mais à l'intérieur, chaque sourire était une petite fissure qui se formait. Après le dessert, je suis montée dans la chambre d'amis, celle qui sentait le moisi avec des draps mal repassés. Je me suis assise sur le lit, j'ai ouvert mon sac et sorti l'enveloppe. J'ai passé mes doigts sur le seau comme si j'allais déclencher une bombe, et peut-être que c'était le cas. Mais à cet instant, je ressentais juste de la paix. Parce que, pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer, quelque chose qui les forcerait à me voir. Et ça, juste ça, c'était déjà plus que ce que j'avais jamais espéré. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Allongée sur le matelas dur de cette chambre improvisée, j'entendais les rires étouffés venant du salon. Je sentais l'odeur du sapin mélangée au parfum de ma sœur.
celui qu'elle mettait quand elle voulait avoir l'air élégante. J'ai fermé les yeux pour essayer d'oublier le cadre, mais c'était impossible. Il revenait sans cesse dans mon esprit, comme un rappel constant que j'étais un morceau qui ne rentrait pas dans leur puzzle. Je n'étais pas une pièce perdue, j'étais une pièce jetée. Au fil des heures, des souvenirs que j'aurais préféré oublier ont refait surface. Comme mes 15 ans, quand mes parents ont oublié d'acheter le gâteau. Ils ont dit qu'ils avaient eu une semaine difficile, que le temps avait manqué. Mais 2 semaines plus tard, la maison était décorée de ballons roses pour la fête surprise des 9 ans de ma sœur. Elle a eu un nouveau vélo, moi, un « désolé » précipité, et une part de tarte de la boulangerie. Ou cette année où j'ai réussi mon concours d'entrée à l'université. J'étais radieuse. Je n'y croyais pas. Je suis rentrée en criant, brandissant ma lettre d'admission. Ma mère a souri, bien sûr, et m'a serrée dans ses bras avec une phrase rapide, disant qu'on en parlerait plus tard. On n'en a jamais reparlé. Le soir même, ma sœur a pleuré parce qu'elle n'avait pas été acceptée dans un cours de théâtre. Toute la maison s'est mobilisée pour la consoler. On m'a dit de ne pas en faire trop, que j'étais forte, qu'elle était plus fragile. Ces moments étaient comme des griffures, petites mais constantes, qui, avec le temps, sont devenues des blessures invisibles. À chaque nouvelle injustice, je me repliais un peu plus, je me taisais, j'apprenais que parler ne servait à rien, que demander me faisait passer pour une needy, que me plaindre était vu comme un excès. J'ai appris à tout avaler. Mais cette nuit-là, dans cette chambre aux draps rêches et à l'odeur de renfermé, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Et pour la première fois, je ne voulais pas recoller les morceaux. Je voulais les laisser tomber, laisser tout s'effondrer, parce que peut-être qu'enfin, je pourrais construire quelque chose de vrai. Le lendemain matin, je suis descendue pour le petit déjeuner. La table était mise comme si tout était parfait. Mon père lisait le journal, ma mère préparait des œufs brouillés, ma sœur prenait des selfies avec le sapin. Je me suis assise, j'ai salué d'un signe de tête, et personne n'a vu que j'avais pleuré. Ils ne voyaient jamais. En remuant mon café, j'observais chaque détail de cette maison. Les tableaux au mur, les décorations sur les étagères, tout soigneusement disposé pour donner l'image d'une famille unie, aimante, heureuse. C'était une mise en scène. Ça l'avait toujours été, et j'étais la seule à le savoir. Après le café, ils ont commencé à distribuer les cadeaux, un par un, avec enthousiasme. Mon père prenait des photos, ma mère riait fort, ma sœur faisait des poses comme dans une pub de parfum. J'ai reçu un lot de chaussettes, avec un mot disant « pour réchauffer tes pieds et ton cœur ». J'ai souri encore. C'était automatique. Je souriais même quand ça faisait mal, même quand j'avais envie de hurler. Mais là, ça ne faisait pas mal, parce que je savais ce qui allait suivre. Et eux, non. J'ai attendu qu'ils finissent, que les rires s'éteignent, que l'attention se disperse. Puis je suis allée chercher mon sac, j'ai pris l'enveloppe, et je l'ai posé sur la table. Personne n'a rien remarqué tout de suite. Ce n'était qu'un papier parmi d'autres. Mais moi, je savais que celui-là était différent. La veille, avant de dormir, j'avais tout relu une dernière fois. Chaque ligne, chaque terme juridique, chaque signature. Ce n'était pas juste une propriété. C'était une vérité cachée depuis des années. Une vérité qui était là, sous leurs yeux, attendant d'être dévoilée. C'est par hasard que je l'avais découverte. Je ne cherchais pas. J'avais juste besoin d'un justificatif de domicile pour un nouvel emploi. Je suis allée au bureau des registres et, en attendant, j'ai entendu mon nom murmuré par un employé qui parlait à une collègue. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis approchée discrètement et j'ai demandé. Il a bafouillé, disant que ce devait être une erreur. Mais ma curiosité a grandi. Le lendemain, je suis revenue et j'ai demandé à voir les registres à mon nom. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le premier document. Un vieux contrat. Une maison. À mon nom. Au début, j'ai cru à une erreur. Mais plus je creusais, plus les pièces s'assemblaient. Cette maison, celle qu'il disait appartenir à grand-père, m'avait été léguée. Il y avait un testament, un acte notarié, tout à mon nom. Mais il ne m'avait jamais rien dit. Il l'avait louée et avait gardé l'argent. Il l'avait rénovée, utilisée comme si elle était à eux, tout en secret. Ils avaient profité de mon silence comme d'un bouclier, et je les avais laissés faire, jusqu'à maintenant. Découvrir la vérité m'a fait un effet étrange. Ce n'était pas une colère brute, c'était une clarté, comme si je voyais ma vie à travers une nouvelle lentille, comme si chaque fois où on m'avait mise de côté prenait enfin sens. Il ne m'avait jamais valorisée parce qu'il n'en avait pas besoin. Il savait que je ne me battrais pas, que je n'exigerais rien. Il comptait sur mon silence, mais il s'était trompé sur un point. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Ce jour-là, je ne suis pas venue pour faire un scandale. Je suis venue reprendre ce qui m'appartenait. Et au fond, il ne s'agissait pas seulement de la maison, il s'agissait de moi, de mon histoire. D'être enfin vue, même si c'était à travers un document. La justice que je n'avais pas eue avec des mots, je l'aurais avec des preuves. Quand ma mère a enfin vu l'enveloppe sur la table et a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai juste dit « C'est quelque chose que vous auriez dû me dire. » Et je me suis levée. Ma mère a pris l'enveloppe à 2 mains, comme si c'était fragile, et s'est assise lentement à la table. Mon père a fait pareil,
sans quitter le papier des yeux. Je suis restée debout, près de la porte de la cuisine, observant chaque geste, chaque regard, chaque silence qui s'installait entre eux. Ma sœur riait encore du cadeau qu'elle venait d'ouvrir, mais elle s'est tue en voyant leur sérieux soudain. L'ambiance a changé, et c'est là que la vérité a commencé à se répandre, comme une odeur forte, impossible à ignorer. Ma mère a ouvert l'enveloppe et en a sorti les documents avec précaution. Mes parents ne savaient pas à quoi s'attendre. Peut-être une lettre sentimentale, une demande de réconciliation, un souvenir du passé. Mais dès qu'ils ont lu l'entête, les yeux de ma mère se sont écarquillés. Mon père lui a arraché les papiers des mains et a commencé à lire aussi. La réaction est venue lentement, mais quand elle est arrivée, c'était comme un coup au ventre. Il a froncé les sourcils. Elle a commencé à trembler des doigts. Ma sœur s'est levée, l'air perdu. « C'est quoi, maman ?» Mon père n'a pas répondu. Ma mère tournait les pages comme si elle espérait encore une explication qui la soulagerait. Mais il n'y en avait pas. Tout était là. Le testament original de mon grand-père, l'acte notarié à mon nom, les documents fiscaux, les revenus des loyers, les renouvellements de bail faits par eux, comme s'ils étaient propriétaires. Mais ils ne l'étaient pas. La maison était à moi. Elle l'avait toujours été. Et ils le savaient. Ils avaient juste choisi de le cacher. Mon père a lâché les papiers sur la table, comme s'ils brûlaient. Ma mère m'a regardé avec un mélange de désespoir, de surprise et une pointe de peur. Ma sœur a demandé plus fort ce qui se passait, mais personne n'a répondu. Alors j'ai pris la parole. « Ça, ai-je dit calmement, c'est la maison que grand-père m'a laissée. Elle est à mon nom depuis sa mort. Vous le saviez. Et vous l'avez utilisée comme si elle était à vous. » Ma mère a secoué la tête. « Ce n'est pas tout à fait ça, » a-t-elle dit. Mais même elle n'y croyait pas. « C'est plus compliqué. »« Non, ce n'est pas compliqué, » ai-je répondu. « Le testament est clair. Il m'a laissé la maison. Vous me l'avez cachée. Vous l'avez louée, rénovée. Vous avez pris l'argent sans rien me dire. » Mon père m'a regardé, le visage rouge. « On n'est pas au tribunal. On est en famille. » Et là, j'ai lâché ce que je retenais depuis des années. « Famille? Quelle famille? Celle qui m'efface des photos? Qui me donne une chambre d'amis et des chaussettes en cadeau? Celle qui ment? Qui me cache? Qui prend ce qui est à moi et fait comme si j'étais invisible? Non, ai-je dit. Ça, ce n'est pas une famille. C'est une façade. Ma sœur a croisé les bras. Tu as toujours été dramatique. Toujours à transformer tout en problème. Je l'ai regardé et j'ai répondu sans hausser le ton. Ce n'est pas du drame. C'est la vérité. Cette maison a payé tes études, tes voyages, ton train de vie, pendant que moi, je galérais pour trouver un toit. Pendant que vous faisiez semblant de ne pas savoir, et vous osez encore me traiter de dramatique, ma mère s'est levée. « Attends, parlons calmement. On ne voulait pas t'exclure. C'était juste... une décision difficile. » Mon père a marmonné quelque chose sur les responsabilités, sur le fait que je n'étais jamais là. Et là, j'ai dit ce que je n'avais jamais osé. Je n'étais pas là parce que vous avez fait en sorte que je me sente inutile. Parce que chaque fois que j'essayais de m'approcher, vous me repoussiez. Et même à l'écart, vous avez continué à profiter de ce qui m'appartenait. Vous m'avez exclu de tout, même de ce qui me revenait de droit. Un silence lourd s'est abattu sur la pièce, épais, presque étouffant. Ma sœur s'est rassise, ne sachant quoi dire. Ma mère a passé ses mains sur ses yeux, comme pour effacer cette réalité. Mon père triturait les papiers comme s'ils pouvaient changer d'eux-mêmes. Et moi, j'étais là, debout, calme, entière. Pour la première fois depuis des années, je me sentais forte. Ils m'ont regardée comme s'ils attendaient que je recule, que je pleure, que je m'excuse, que je dise que je ne ferai rien. Mais je n'ai pas reculé. La maison est à moi maintenant, ai-je continué. J'ai prévenu les locataires. Le compte des loyers est à mon nom. Vous n'y avez plus accès. Et toute tentative de manipulation sera considérée comme une fraude. Ma mère a blêmi. Mais ma fille, c'est notre seule source de revenus. Mon père a baissé la tête. J'ai soupiré. Vous auriez peut-être dû y penser avant de me le cacher, avant de prendre ce qui ne vous appartenait pas, avant de m'exclure. Ma sœur a tenté une dernière fois. Tu vas nous laisser sans rien? Tu veux nous voir souffrir? Non, ai-je dit. Je veux juste la justice. Rien d'autre. Pendant des années, j'ai tout accepté. Être mise de côté. Le mépris. L'inégalité. Mais maintenant, je n'accepte plus. Ce qui est à moi, et vous ne profiterez plus de mon silence. Ma mère s'est rassise lentement, sans force. Mon père a passé une main dans ses cheveux, muet. Je me suis approchée de la table, j'ai repris l'enveloppe vide et je les ai regardés une dernière fois, tous les trois. Vous disiez que j'étais dramatique, mais non. Je suis patiente. Et ça, c'est juste la conséquence de la patience que vous avez prise pour de la faiblesse. Puis je suis sortie de la pièce. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste partie. Parce que parfois, le silence est la réponse la plus forte qu'on puisse donner. Quand je suis montée dans la voiture et que j'ai fermé la portière, j'ai ressenti un silence différent. Pas celui qui me suivait depuis des années. Celui qui faisait mal, qui oppressait. Un silence léger, presque apaisant. Un silence de liberté. J'ai démarré et j'ai attendu quelques secondes, les mains sur le volant, en respirant profondément. Je n'avais pas de plan précis pour la suite. Je ne savais pas comment ils réagiraient dans les jours à venir, s'ils essaieraient de discuter, de me manipuler
ou de m'ignorer encore. Mais pour la première fois, ça m'était égal. Je ne faisais plus ça pour eux. Je le faisais pour moi. J'ai roulé doucement. Les rues étaient désertes, enveloppées d'une fine brume de fin d'année. Les maisons illuminées, quelques personnes réunies sur les trottoirs, des rires au loin. Tout semblait calme, comme si le monde faisait une pause pour les fêtes. Et même après la tension que je venais de vivre, je me sentais en paix. Une paix étrange, inattendue, mais réelle. Comme si j'avais enfin cessé de porter un poids qui n'était pas le mien. En chemin, j'ai pensé à toi qui m'écoutes maintenant. Peut-être que cette histoire ressemble à quelque chose que tu as vécu. Peut-être qu'on t'a aussi mis de côté, ceux qui auraient dû t'aimer. Peut-être que tu t'es tu trop longtemps, pensant que c'était plus facile de faire comme si ça ne faisait pas mal. Je veux juste te dire que ce n'est pas une faiblesse de ressentir, et que parfois, la justice ne vient pas avec des cris ou des disputes, mais avec des gestes fermes, silencieux et précis. Si tu as vécu ça, si on t'a ignoré, effacé, rejeté par ceux qui comptaient le plus, sache que tu n'es pas seul. Et si cette histoire te touche, si elle te rappelle quelque chose que tu as traversé, si elle te donne de la force ou du courage, je t'invite à t'abonner à la chaîne maintenant. Parce qu'ici, on raconte des histoires que personne ne veut entendre, mais dont beaucoup ont besoin de ressentir. Et chaque nouvelle histoire peut être un pas vers la découverte de ta propre voix. Quand je suis arrivée chez moi, il était encore tôt. La ville s'endormait doucement, tout semblait suspendu dans le temps. J'ai enlevé mes chaussures, posé mon sac par terre, et je me suis assise sur le canapé. J'ai regardé autour de moi. Mon salon était simple, avec des meubles anciens et peu de décoration, mais il était à moi. Le rideau était de travers. Le mur avait une petite tache d'humidité, mais malgré tout, il y avait là quelque chose que je n'avais jamais eu chez mes parents. Du réconfort, de la vérité, de la présence. Moi. La semaine suivante, j'ai commencé à réorganiser ma vie. J'ai contacté les locataires de la maison que mon grand-père m'avait laissée. Ils étaient polis, compréhensifs. Ils m'ont raconté comment c'était de vivre là, les réparations qu'ils avaient demandées, les améliorations promises mais jamais réalisées. L'un d'eux m'a dit que ma mère avait augmenté le loyer l'année précédente, sans raison. Un autre a mentionné que mon père passait rarement, juste pour récupérer l'argent. Ça ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Il n'avait jamais pris soin de la maison. Il s'en était juste servi. J'ai décidé de faire autrement. J'ai engagé un maçon pour réparer le toit, un électricien pour vérifier les installations, une entreprise pour tout nettoyer, dedans comme dehors. Et je suis allée voir la maison moi-même. En entrant, j'ai eu un pincement au cœur. La structure était solide, mais les pièces semblaient être tristes, comme habitées par des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Dans une chambre du fond, j'ai trouvé une vieille étagère. Dedans, une photo en noir et blanc de mon grand-père, assis sur la véranda, souriant. Cette image m'a prise par surprise. Je me suis assise par terre et je l'ai regardée pendant quelques minutes, comme si je cherchais des réponses. On aurait dit qu'il me disait « Je ne t'ai pas oublié, je t'ai laissé quelque chose, et tu l'as trouvé ». Ce jour-là, j'ai décidé de rénover la maison petit à petit, sans hâte, mais avec soin, parce que ce n'était pas juste une maison. C'était un héritage émotionnel, un morceau de mon histoire qui avait résisté à l'effacement. J'ai commencé par les fenêtres, puis les sols. J'ai peint les murs en couleur claire, planté des fleurs dans le jardin devant, changé les poignées des placards et acheté des meubles d'occasion, mais qui avaient du sens. C'était lent, mais c'était à moi. Chaque détail, chaque choix était une façon de me reconnaître. Pendant ce temps, mes parents m'ont envoyé un message, court, poli, comme toujours. Ils disaient qu'ils étaient prêts à discuter, qu'ils voulaient tout résoudre de la meilleure manière. Je l'ai ignoré. Quelques jours plus tard, un autre, un peu plus émotif. Ma mère disait que la situation financière était tendue, que mon père était inquiet, que ma sœur ne pouvait plus payer son appartement seule et que je devrais peut-être envisager un arrangement. J'ai lu le message 3 fois, puis je l'ai supprimé. La vérité, c'est qu'à ce moment-là, je ne voulais plus négocier avec des gens qui ne tendaient la main que quand ça les arrangeait. Ils ne m'avaient pas cherché quand j'avais besoin d'eux. Ils ne m'avaient pas écouté quand je criais en silence. Maintenant qu'ils avaient perdu ce qu'ils utilisaient comme leur bien, ils venaient avec des phrases toutes faites. Mais je n'étais plus celle qui acceptait des miettes. J'étais maîtresse de moi-même, de mon histoire, de ce qu'on m'avait laissé avec amour. Avec le temps, cette colère brûlante que je ressentais s'est transformée en autre chose. Une sorte de sérénité, pas parce que je leur avais pardonné, mais parce que j'avais compris que le pardon n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était que j'avais avancé, que j'avais reconstruit, que je m'étais reconnectée à moi-même. Et ça, personne ne pouvait me l'enlever. Aujourd'hui, quand j'ouvre les fenêtres le matin et que je vois la lumière frapper les murs fraîchement peints, je sens que j'ai enfin trouvé ma place. Ce n'est pas une question de meubles, de murs ou de documents. C'est une question de reconnaissance. D'écrire mon histoire avec mon écriture, pas avec le silence qu'on m'a imposé. Et si tu sens aussi que c'est le moment de faire ça pour toi, sache que c'est possible. C'est dur, c'est douloureux, mais c'est possible. La vérité a un pouvoir silencieux. Elle ne crie pas, mais elle transforme. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est faire le premier pas. Fin janvier,
Des nouvelles ont commencé à circuler parmi les cousins éloignés. Une cousine m'a écrit que mes parents essayaient de refinancer leur appartement. Une autre a mentionné que ma sœur était revenue vivre avec eux après avoir résilié le bail de son luxueux appartement qu'elle exhibait sur les réseaux sociaux. Petit à petit, les dominos sont tombés. Cette maison qu'ils m'avaient cachée, celle qui soutenait toutes les apparences de notre famille, était plus qu'une adresse. C'était le pilier invisible de leur mode de vie. Et maintenant, sans elle, tout s'écroulait. J'ai appris aussi que ma mère avait repris un travail, un mi-temps dans une boutique de vêtements féminins en centre-ville. La même boutique où elle achetait autrefois des robes chères et où elle pliait maintenant des pulls et complimentait les mannequins. Mon père, lui, proposait des conseils à d'anciens collègues. Des conseils qui ressemblaient plus à des tentatives de renouer avec ceux qui pourraient le maintenir à flot. Mais peu répondaient. L'orgueil avait toujours eu un prix élevé dans sa bouche. Et maintenant, il récoltait les fruits du silence fier qu'il avait semé pendant des années. Ma sœur a tenté de poursuivre son art, ses projets collectifs, ses postes de citations inspirantes qui ne collaient pas à sa propre vie. Elle a lancé une cagnotte pour démarrer une nouvelle phase, comme elle disait, et a récolté un peu plus de 80 créets. 2 d'entre eux venaient, curieusement, d'un ex-petit ami à moi, qui ne lui parlait même pas. Je n'ai pas ri, pas par méchanceté, mais parce que j'ai compris à quel point tout ça était fragile. Tout ce qu'il semblait posséder, tout ce qu'il maintenait, n'était qu'une façade. Et dans ce décor en ruine, j'ai continué. J'ai pris soin de la maison. J'ai acheté de nouveaux rideaux, fait poser des placards sur mesure, planté des herbes dans la cuisine et installé une bibliothèque dans le salon. À chaque petit changement, la maison cessait d'être ce qu'elle était avec eux pour devenir le reflet de celle que je devenais. Un après-midi pluvieux, j'ai trouvé dans une boîte un vieux carnet avec des notes de mon grand-père. Des phrases décousues, des listes de courses, des recettes inachevées. Je l'ai feuilleté avec soin, comme s'il était là, me murmurant que tout irait bien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y ai cru. Les contacts ont repris peu après. D'abord des messages secs de ma mère, puis des emails de mon père, tentant de paraître formel et conciliant. Il disait qu'on pouvait encore tout arranger, que la situation était difficile, mais que la famille passait avant tout. Ils utilisèrent des mots comme pardon, compréhension, nouveau départ. Aucun ne mentionnait ce qu'ils avaient fait. Aucun ne s'excusait. Aucun ne demandait vraiment pardon. Ils voulaient juste reprendre le contrôle. Mais c'était trop tard. Ce qu'ils avaient perdu, ce n'était pas juste une maison. C'était la certitude que j'accepterais toujours. Ma sœur a essayé une autre approche. Elle m'a envoyé un long message disant que je devenais comme eux, froide, insensible, que l'argent me changeait, que je ne voyais pas que ça détruisait la famille. J'ai fixé l'écran quelques minutes. Je n'ai pas répondu, parce que je savais que si je répondais, tout sortirait avec de la douleur. Et je ne voulais plus porter de douleur. Pas pour eux. Ce n'est qu'au début de mars que ma mère est venue chez moi. J'étais en train de ranger les plantes sur la véranda quand j'ai entendu la voiture s'arrêter. Elle est descendue lentement, avec un manteau léger et les cheveux attachés, comme quand elle voulait paraître plus jeune. Elle portait un sac et une enveloppe. Elle n'a pas souri. Elle a juste dit qu'elle voulait parler. Je l'ai invitée à entrer, pas par nostalgie, mais par respect. Elle a marché doucement, observant chaque coin, chaque meuble. Elle s'est assise dans le fauteuil bleu que j'avais récupéré sans le vouloir, celui qui restait de chez eux et que, pour une raison quelconque, j'avais gardé. Le seul objet qui me rappelait encore quelque chose de bon de mon enfance. Elle a sorti l'enveloppe de son sac et l'a posée sur la table. Elle a dit que c'était une lettre, qu'elle avait dû écrire parce que parler serait trop dur. Elle m'a demandé de la lire plus tard, calmement. Elle a dit qu'elle regrettait comment les choses s'étaient passées, qu'elle n'avait pas imaginé que je me sentais si oubliée, si mise à l'écart. Elle a parlé de leur situation financière difficile, de mon père qui vieillissait mal, de ma sœur qui était déprimée. Puis elle m'a regardée et m'a demandé si, par hasard, je pourrais aider un peu. J'ai respiré profondément. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit que tout ce que j'avais maintenant venait de ce qu'il ne m'avait jamais donné, que ma paix n'était pas négociable, que je ne ressentais plus de colère, mais que je ne me sentais pas non plus obligée de sauver qui que ce soit. Elle a pleuré. Je n'ai pas essayé de la consoler. Je suis restée là, à écouter, en silence. Quand elle s'est levée pour partir, elle m'a remerciée pour la discussion. Elle a pris le sac et m'a dit qu'elle avait apporté des souvenirs, des photos, des cahiers, une petite boîte de lettres que j'avais écrite enfant, des choses que je pensais jeter. J'ai pris le sac avec soin. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Après son départ, je suis restée assise à regarder la porte fermée. La douleur n'était plus là. À sa place, il y avait une sorte de reconnaissance. Je savais qui j'étais. Je savais ce que je méritais. Je savais ce que je n'acceptais plus. Ce soir-là, après son départ, je me suis assise par terre dans le salon avec le sac sur les genoux. Je ne savais pas si je voulais l'ouvrir, mais je l'ai fait. J'en ai sorti les objets un par un. Un cahier avec des dessins d'enfants, maladroits, souvent une maison, un arbre et 3 personnes. Presque toujours, j'étais dehors. Il y avait aussi des photos abîmées, pliées sur les bords, de voyages où j'étais présente,
mais où personne ne semblait me voir. Toujours en arrière-plan, flou, regardant ailleurs. C'était étrange de réaliser qu'ils me traitaient déjà d'absente, même quand j'étais là, comme s'ils avaient commencé à m'effacer bien avant l'exclusion officielle. J'ai trouvé aussi de vieilles lettres que j'avais écrites. Des petits mots simples, avec une écriture bancale. « Maman, bonne chance pour l'entretien, tu vas y arriver. Papa, bonjour. J'ai fait du café pour toi. Merci de me laisser dormir avec la lumière allumée. » Des bouts de moi que je donnais sans rien attendre en retour. Et pourtant, j'avais reçu si peu. J'ai tout remis dans le sac. Ça ne faisait plus mal, mais ça ne m'émouvait plus non plus. C'était juste une partie de ce que j'avais été. Et maintenant, je n'étais plus cette fille-là. Les jours suivants, ma sœur a essayé de m'appeler. 3 fois. Je n'ai pas répondu. Puis elle m'a envoyé un message disant qu'elle avait besoin de parler, que j'étais la seule en qui elle avait confiance. J'ai lu, mais je n'ai pas répondu, parce qu'au fond, je savais que cette phrase n'était pas vraie. Elle ne me faisait pas confiance. Elle avait besoin de moi, et ce sont 2 choses très différentes. Mon père m'a aussi écrit, plus froid, presque formel. Il disait que si j'avais un peu de sens de la famille, je pourrais au moins envisager d'aider avec les frais de son assurance santé. Le même homme qui, des années plus tôt, m'avait dit que les questions d'argent, c'était pour ceux qui s'y connaissaient, quand j'avais proposé d'aider avec sa retraite, je n'ai pas répondu. Pas par vengeance, par santé mentale. La vérité, c'est que tous les contacts qui ont suivi venaient d'un besoin, pas d'un regret. Ils voulaient ce que j'avais, pas qui j'étais. Et j'ai enfin compris que ça ne changerait jamais. Alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai bloqué les numéros, archivé les emails, pris mes distances, parce que la seule façon de rester entière était de ne plus les laisser me briser. J'ai continué à prendre soin de la maison, j'ai peint les encadrements des fenêtres, installé de nouvelles lampes, planté de la lavande dans le jardin. Les locataires étaient gentils, attentionnés, et pour la première fois, cet espace semblait vivant. J'ai reçu une petite carte de remerciement dans la boîte aux lettres. Merci de nous traiter avec respect. La maison a une âme maintenant. J'ai souri. Ça valait plus que toutes les paroles creuses que j'avais entendues de ma famille pendant des années. En avril, j'ai croisé une ancienne voisine de mon enfance au marché. Elle m'a regardée avec surprise et m'a dit que j'avais changé. « Tu vas bien. Ça se voit dans tes yeux. » On a discuté quelques minutes et avant de partir, elle m'a dit avoir entendu que mes parents avaient des soucis, qu'ils pensaient vendre leur appartement, que les dettes s'accumulaient. J'ai juste remercié pour la conversation. Je n'ai pas posé de questions. Parce qu'à ce stade, ça ne me concernait plus de fouiller leur vie. Chacun répond de ses choix. Et moi, j'avais choisi de me libérer. Au fil des mois, j'ai retrouvé des parts de moi enfouies dans le silence. J'ai recommencé à dessiner, à écrire dans un vieux carnet abandonné des années plus tôt. J'ai pris l'habitude de marcher tous les matins, d'observer la lumière sur les murs de la maison, de cuisiner des plats qui me faisaient un plaisir, même sains. J'ai appris à connaître mes voisins, à tisser des liens légers et sincères. Et j'ai réalisé qu'en perdant cette soi-disant famille de sang, je construisais autre chose. Un réseau, un foyer, un endroit où j'existais vraiment. Un jour, j'ai reçu une lettre, manuscrite, sur un papier jauni. C'était de ma mère. 2 courtes pages, écrites posément. Elle disait qu'elle regrettait, qu'elle n'avait pas vu à quel point elle m'éloignait, qu'elle ne savait pas qu'elle me blessait. Elle disait vouloir repartir de zéro, qu'elle croyait encore à l'idée de famille. Mais nulle part elle ne s'excusait pour ce qu'ils avaient fait. Elle ne mentionnait ni la maison, ni les années de silence, ni le cadre sans moi accroché dans le salon. J'ai rangé la lettre dans un tiroir, pas par rancune, mais parce qu'elle ne changeait rien. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce que j'ai vécu, je ne ressens pas de colère. Je ressens de la clarté. J'ai dû traverser tout ça pour apprendre que ma valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Que l'amour qu'il faut mendier, supplier ou trop expliquer n'est pas de l'amour. C'est une dette. 3 ans ont passé depuis ce Noël. 3 ans depuis que j'ai posé cette enveloppe sur la table, sans hausser la voix, sans faire d'éclat, sans rien quémander. J'ai juste rendu la vérité à sa place. Et depuis, tout a changé, pas d'un coup, mais doucement. Comme une maison qu'on rénove avec patience, une pièce après l'autre, jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus la douleur qui y habitait autrefois. Aujourd'hui, je vis toujours dans cette maison, celle que mon grand-père m'a laissée, celle qu'on m'a cachée si longtemps, celle qui a failli être oubliée. Mais maintenant, elle vit. Les fenêtres restent ouvertes. Le soleil entre le matin et réchauffe le parquet que j'ai fait restaurer moi-même. La cuisine sent le café frais, la lavande et le pain qui cuit. Parfois, des voisins ou des amis passent, des gens simples avec qui j'échange des recettes, des sourires et des mots vrais. Ici, personne ne prétend être ce qu'il n'est pas. Et peut-être que c'est pour ça que chaque conversation vaut plus que tous les « on est fier de toi » vides que j'ai entendus dans ma vie. Dans le jardin, les plantes poussent doucement, comme moi. J'ai appris à respecter mon rythme. J'ai appris que je n'ai pas à fleurir pour plaire aux autres, qu'il est normal d'avoir des jours gris, que personne n'a le droit d'éteindre ma lumière juste parce qu'elle ne brille pas comme ils l'attendent. La vie est faite de petites victoires, maintenant. Un nouveau pot sur la véranda, une chanson qui passe pendant que je cuisine, un livre qui me fait sourire. Des choses simples, mais qui, pendant longtemps,
me semblait hors de portée. Parfois, je reçois encore des messages. Une cousine qui dit que je lui manque, un oncle éloigné qui envoie une invitation à un mariage, un mot occasionnel de ma sœur, qui parle de sa vie comme si tout n'avait été qu'un malentendu. Je lis, mais je réponds rarement. Pas par rancœur, mais parce que j'ai appris que toutes les connexions ne méritent pas d'être renouées. Certaines personnes ne font partie de notre chemin que pour un bout, et insister à les garder, c'est traîner une douleur inutile. Mes parents ont aussi tenté de reprendre contact. Quelques lettres, des appels manqués, une carte de Noël sans signature, rien qui montre un vrai regret. Rien qui change ce qui a été fait. Et c'est bien comme ça, parce que je n'attends plus. Je n'attends ni excuses, ni reconnaissance, ni amour là où il n'y a jamais eu de place pour moi. Et c'est ça qui m'a donné la paix. La fin de l'attente. Aujourd'hui, je sais que ma plus grande victoire n'a pas été de récupérer la maison, ni d'affronter ma famille, ni de révéler les documents qu'ils ont cachés. Ma plus grande victoire, ça a été de me choisir, de rompre le silence, pas avec des cris, mais avec des actes, de comprendre que je n'ai pas besoin de permission pour exister, que ma valeur ne dépend pas de la place qu'ils me donnaient à table, sur les photos ou dans leurs souvenirs. Ma valeur est en moi, et plus personne ne peut me la prendre. Le cadre que j'ai reçu à ce dernier Noël est toujours là, mais pas pour la photo. J'ai gardé juste le cadre. J'y ai mis une nouvelle image, une que j'ai prise moi-même, devant la maison, tenant les clés, souriant. Ce n'était pas un sourire de revanche, c'était un sourire de liberté. C'est ma photo préférée. Dedans, je n'ai eu à couper personne, simplement parce qu'il n'y a qu'une personne, moi. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté chaque partie de cette histoire, si tu as ressenti quelque chose à un moment, si tu t'es reconnu dans une douleur, ou si tu as pensé à quelqu'un en m'écoutant, je te remercie. Vraiment, parce que raconter ça n'a pas été facile. Revivre, mettre en mots, déterrer des souvenirs, tout ça demande du courage. Mais je l'ai fait, pour moi. Et pour toi, qui vis peut-être quelque chose de semblable. Peut-être qu'on t'a oublié alors qu'on aurait dû se souvenir. Peut-être que tu as donné plus que tu n'as reçu. Peut-être que tu as tellement essayé d'être accepté que tu t'es perdu en chemin. Mais écoute-moi maintenant. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as pas à mendier pour qu'on te voie. Tu n'as pas à justifier ta douleur. Ce qu'il te faut, c'est te regarder avec vérité et te choisir. Même si ça veut dire fermer des portes, perdre des gens, changer de cap, ça en vaut la peine, parce que la vie est trop courte pour rester dans les coins de l'histoire des autres.